Bonjour. Aujourd'hui, je vais terminer ce que j'étais en train de dire la semaine dernière. Il y a deux preuves de NP complétude que je veux vous présenter. Et après, on commencera avec la preuve que calculer le permanent d'une matrice est difficile. Alors, je vais commencer avec le problème de la somme d'un sous-ensemble. Le problème est, je l'ai expliqué la semaine dernière, mais voici encore le problème. L'entrée est un ensemble de, je sais pas, de R nombres et aussi un nombre n. Et le problème est-ce qu'il existe un ensemble, un sous-ensemble A de 1 jusqu'à R tel que la somme du sous-ensemble, disons, égale n. Et il n'est pas nécessaire que les nombres-là sont distincts, mais bon, le problème est difficile même si on insiste qu'ils sont distincts. Et pour prouver que ce problème-là est NP complet, on va trouver une réduction polynomiale de 3 sats à somme d'un sous-ensemble. Je ne sais pas si SSE, je crois que en anglais on dit subset sum, mais je ne sais pas s'il y a une abréviation standard en français, mais je vais écrire SSE. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque instance de 3 sats, je dois construire un ensemble de nombres n, n1 jusqu'à nr, et un nombre n, tel que il existe un sous-ensemble qui satisfait cette équation-là, si et seulement si la formule ou l'instance de 3 sats est satisfaisable. Et donc, une fois, juste avant de commencer, la taille de l'entrée est la somme des nombres de chiffres de tous ces nombres. Et pas les nombres soi-même, parce que les nombres sont beaucoup plus... voilà. Ça, c'est une remarque importante, parce que sinon, il existe un algorithme en temps polynomial. Il existe un algorithme en temps polynomial pour polynomial dans les nombres eux-mêmes, mais pas dans le nombre de chiffres. Voilà. On dit parfois qu'il y a un algorithme pseudo-polynomial, mais pas vraiment polynomial, parce que pour coder le problème, on n'a pas besoin
autant de bits. Alors, la réduction. Soit phi une formule de 3 sat. Et alors on a des variables x1 jusqu'à xn et les clauses C1 jusqu'à Cm. Et chaque Ci est une disjonction de 3 littéraux qu'on a fait avec des variables, ou plus 3. Et soit U un littéral, et on va définir un nombre n de U par n de U. Et U égale xj ou pas xj. Alors j est l'index de U ou quelque chose comme ça. N de U égale la somme de chaque clause qui contient le littéral i de 10 puissance i plus 10 puissance m plus j. Et le m là est juste pour l'index. J'ai utilisé des expos. J'ai oublié le mot. Les exponents, non, c'est pas ça. Les exposants, merci. Entre 1 et m. Et, alors, ici, j'ai l'exposant m plus 1 jusqu'à m plus n. J'ai pas fini, mais maintenant, considérons les sommes. Le nombre n va être la somme i égale 1 jusqu'à m 3 plus ça. Alors, si on veut faire la somme n, pour que les chiffres là soient corrects, il faut choisir exactement un de xi et pas xi, ou xj et pas xj pour chaque j, parce que sinon, on n'aura pas le chiffre 1 là. Alors là, on peut dire que c'est un gadget un Cisco qui nous oblige de choisir exactement un de xi et pas xi. Et là, si on choisit x1, pas x2, etc., qu'est-ce qu'on a ici? Pour chaque clause, on a le 10 puissance i multiplié par le nombre de littéraux qu'on a choisis ou qui sont satisfaits par
par notre choix de x 1 jusqu'à x, notre choix de valeur de vérité des variables. Alors, si notre choix ne satisfait pas la formule phi, il y aura un chiffre là qui est 0, parce qu'on n'aura pas choisi un des trois littéraux dans la clause CI. Et sinon, le chiffre va être 1, 2 ou 3. Et on veut faire 3. Alors pour nous aider, on va ajouter les nombres 10 puissance i et 2 fois 10 puissance i pour i entre 1 et m. Et alors maintenant, si on a 1 ou 2, on peut ajouter 10 puissance i ou 2 fois 10 puissance i ou 10 puissance i pour faire 3 dans ce chiffre, pour ce chiffre-là. Si on a 3, on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose. Mais si on a 0, on ne peut pas le corriger. Et alors, on peut corriger qu'est-ce que je veux dire? Si on choisit les nombres n, xi ou, je veux dire, un des nombres n, xi ou n pas xi pour chaque, je préfère dire j, pour chaque j, on pourra utiliser les autres nombres pour arriver à n si et seulement si les variables ou les littéraux qu'on a choisis satisfont phi. Et c'est fini. Alors, on a la réduction de 3 sat à le problème de la somme d'un sous-ensemble. Alors ça, c'était pas trop difficile. C'était un exercice. La prochaine réduction est un peu moins évidente, à mon avis. On va montrer que le problème Ham est NP complet, et pour faire ça, on va trouver une réduction polynomiale de vertex cover à Ham. Je ne sais pas, couverture de sommet. Non, je ne vais pas essayer de trouver un nom français pour vertex cover. Alors, cette fois, qu'est-ce que je veux faire? Je veux, pour chaque instance de vertex cover ou de couverture par des sommets, je veux construire en temps polynomial un graphe
tel que le graphe que je construis contient un cycle hamiltonien si et seulement si le graphe ici a une couverture de sommet de taille m. Et comment est-ce que je vais faire ça? Comme toujours, il faut d'abord un gadget. Et le gadget clé pour cette réduction, on verra bientôt pourquoi ce gadget est utile. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce gadget-là? Imaginez que ce gadget est une partie d'un graphe et on cherche un cycle hamiltonien dans ce graphe. Alors, il faut que le cycle contienne tous ces sommets et il y a deux possibilités. Il y a une symétrie, mais deux vraies possibilités. On peut entrer par ici, aller jusqu'à là, et à là, 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 et partir par ici. Alors on peut entrer et partir du même côté, ou on peut entrer comme ça et avoir une autre partie du cycle de ce côté-là. Alors, en gros, il y a cette possibilité-là et cette possibilité-là. Et ça sera très utile. Alors maintenant, je vais supposer qu'on a une instance de vertex cover, c'est-à-dire un graphe, juste un graphe. Et on veut savoir si ce graphe-là a une couverture de sommet de taille m. Alors on a un graphe et on a un entier m et on veut savoir si on peut trouver une couverture par des sommets, par m sommets. C'est-à-dire un choix de m sommets tel que chaque arête, pour chaque arête, un ou l'autre des deux sommets. Je n'ai pas compris le deuxième dessin, en quoi il montre que c'est hamiltonien, le deuxième. Où est le cycle dans le deuxième schéma? Celui-là. Ici? Oui, celui-là. Je ne sais pas. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. Non, mais... C'est un peu comme ça. Il y a quelque part dans le... Mais ce que je voulais dire est, s'il y a un cycle hamiltonien dans le graphe, il y a deux possibilités pour l'interaction entre ce cycle et ce gadget-là. Soit il entre et part du même côté deux fois, soit il entre, fait un petit zigzag et part du même côté. Alors, on va prendre ce graphe-là et construire un autre graphe. C'est un peu difficile à dessiner parce qu'il y a beaucoup d'arêtes. Alors je vais juste prendre une partie de ce graphe. Je vais regarder ce sommet-là. Alors, il y a un sommet. Là, il y a 5 arêtes.
qui ne vont pas être partie du nouveau graphe. Et je vais mettre une copie du gadget au milieu de chaque arête. Et comme j'ai dit, ces arêtes-là sont juste pour comprendre ce graphe-là. Ils n'ont rien à voir avec le nouveau graphe. Et alors, peut-être que je vais aussi mettre les petites queues là pour... voilà. Alors, chaque objet là est une copie de ce gadget là. Alors maintenant, je vais lier... je vais choisir un ordre des arêtes à x, parce que le graphe n'est pas obligé d'être planaire ou chose comme ça, mais je veux choisir, comme je veux, un ordre des arêtes. Alors ici, je vais choisir l'ordre évident, et je vais juste lier les gadgets comme ça, avec une arête. Sauf que je vais faire tous ces liens-là, sauf un. Et ici, je vais mettre M sommet de plus, et ce M-là va me forcer, va être lié avec ce M là-haut. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre des arêtes à tous ces sommets-là, et également ici. Voilà. Et je fais ça pour tous les sommets du graphe. Alors, vous voyez que si j'essayais de même dessiner un autre sommet, ce serait horrible. Mais ça, je crois que c'est un peu la limite de ce qu'on peut dessiner. Mais maintenant, je veux expliquer pourquoi ce graphe que j'ai construit de l'autre graphe, ce graphe contient un cycle hamiltonien si et seulement si ce graphe-là a une couverture de sommet de taille m. Alors, d'abord, supposons qu'on a... ouais. Excusez-moi, pour obtenir le nouveau graphe, est-ce que vous retirez les anciens sommets et les anciennes arêtes, ou comment est-ce que vous les rajoutez par rapport au... Alors, je ne vais pas le faire, mais après avoir mis tous ces gadgets là, j'effacerai le graphe. D'accord. Et pour l'autre côté des gadgets qui restent, c'est à cause de l'autre bout de l'arête, c'est ça? Alors, par ici, peut-être il y a un autre sommet. Et ici... Vous supposez que vous n'avez pas de feuilles ou les arrêts de clair 1? Vous faites quoi avec les arrêts?
Les sommets Ah oui, oui. Je ne sais pas si ça... Oui, c'est la même chose. Si j'ai un sommet, je crois que ça va. Excusez-moi, dernière question. Il faut aussi choisir de façon consistante, j'imagine, l'endroit où on coupe, alors ça ne pose pas de problème dans la construction pour chaque sommet. Ah, non, ça on ça peut... pose pas de problème. Non, c'est vraiment arbitraire. Merci. Alors, si j'ai une couverture par des sommets, je vais construire un cycle hamiltonien comme ça. Je vais commencer par une couverture par M sommet. Alors je vais commencer à V1. Je vais choisir un des sommets de la couverture. Je vais aller, si c'est ce sommet-là, je vais aller au début de ce boucle de Gadget et je vais passer par... je vais choisir un chemin mais chaque fois que j'entre dans un gadget, je vais sortir du même côté parce que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas entrer là et sortir là et avoir un cycle hamiltonien. Mais j'ai un choix. Je peux soit aller par là, soit aller plutôt comme ça. Chaque fois, j'ai ce choix-là. Alors, comment est-ce que je vais faire ce choix? Si l'autre sommet d'une arête appartient aussi à la couverture, je vais aller comme ça. Et sinon, je vais aller comme ça. Parce que je veux utiliser tous les sommets du nouveau graphe. Mais je veux aussi qu'il soit possible pour un autre sommet qui appartient à la couverture par les sommets. Et alors, je fais ça, je passe par là et je rentre. À la fin, je ne rentre pas à V1 parce que ça serait une catastrophe, mais je vais à V2. Et maintenant, je choisis un autre sommet. Je fais la même chose et je continue. V3, je fais la même chose, etc. Et à la fin, j'ai un cycle hamiltonien. Pourquoi? Parce que chaque arête, il y a un sommet soit là, soit à l'autre côté. Et si on a les deux, j'aurais fait ça. Et s'il n'y a qu'un, j'ai fait ça. Et j'ai mon cycle hamiltonien. Alors maintenant, j'ai démontré que s'il y a une couverture par M sommet, ce graphe de l'ancien graphe, le nouveau graphe a un cycle hamiltonien. Et le contraire est plus facile. Si j'ai un cycle hamiltonien, puisqu'il n'y a que M opportunités de quitter une de ces boucles et trouver une autre, et il faut
tous les sommets dans chaque gadget, alors il faut qu'il y ait M sommets pour que je choisisse M sommets tel que pour chaque gadget, j'aurais choisi soit ce sommet-là, soit l'autre sommet. Alors, il faut forcément avoir une couverture par M sommet pour trouver un cycle hamiltonien dans le nouveau graphe. Et voilà, ça c'est la preuve. Mais s'il y a d'autres questions, je suis prêt à... C'est peut-être une des preuves où il faut être seul pour une petite demi-heure pour vraiment voir que c'est le cas. Bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une classe de complexité qui est un peu différente de la majorité des classes de complexité parce qu'on ne parle pas de l'existence des solutions, mais du nombre de solutions. Alors, j'essaie de trouver un titre pour cette section. Compter les solutions. Une application si alors une application booléenne de deux variables et dans dièse P, en anglais on dit soit sharp P, soit number P. Et j'ai regardé sur l'internet et apparemment en français c'est sharp P ou dièse P. Et moi je préfère dièse P parce que je joue un peu la musique et tout ça. Et sharp, je n'aime pas dire sharp comme ça. Alors je vais dire dièse P, mais s'il existe une application phi je vais écrire N0 pour... je ne sais pas en France si, si N contient 0 ou pas. Pour vous, alors, moi je n'aime pas beaucoup, mais aujourd'hui je l'aime beaucoup parce que je veux avoir 0. Alors, la semaine dernière, j'ai défini P comme les applications qui prennent les valeurs, qui prennent les valeurs en 0, 1
Mais si on a une application qui prend les valeurs en n, on peut coder n. Donc, voilà. C'est en gros une application qu'on peut calculer en temps polynomial. Telle que pour toute x, phi de x égale le nombre de y tel que psi de x, y égale 1. Alors, phi est une application qui peut compter les solutions. On peut dire que x est une instance d'un problème et y est une solution potentielle de cette instance, et on compte des solutions. Et on voit tout de suite que si on peut compter les solutions, forcément on sait s'il y a une solution. Si le nombre est 0, il n'y a pas de solution, et si le nombre n'est pas 0, il y a une solution. Alors, nombre P est une classe plus grande que NP. Non. Plus petite, je veux dire. Alors, c'est plus difficile de compter que de trouver de dire s'il y a une solution, en principe. Et psi est dièse P difficile si pour tout il existe gamma et f qu'on peut calculer en temps polynomial, tel que pour tout x le nombre de solutions du problème θ. Alors, si on veut savoir le nombre de solutions pour θ, on peut transformer le problème en utilisant gamma, calculer le nombre de solutions de phi et transformer la réponse. Alors, égale f du nombre de z tel que psi de gamma de x z égale 1. Voilà. En gros, l'idée est que psi est dièse P difficile. Si pour tout θ, je peux transformer une instance de θ en une instance de psi, utiliser psi pour trouver le nombre de solutions. Et il y a un lien assez facile entre le nombre de solutions du problème transformé et le nombre de solutions du problème original. Souvent, f est l'identité. Le nombre de solutions est la même, mais
de temps en temps, y compris aujourd'hui, il y a des exemples où on doit transformer le nombre à la fin d'une façon facile. J'ai effacé tout, sauf la partie que je voulais effacer. Et psi et dièse p complet, si psi et dièse p difficile et psi et dans dièse p. Alors pour commencer, je veux vous convaincre qu'il existe des problèmes dièse p complet et je vais vous donner deux exemples, pas très surprenants. Le premier exemple est dièse sat. C'est quoi dièse sat? C'est ce qu'on penserait. Une instance est une formule en FNC. Et on veut le nombre de solutions, c'est-à-dire le nombre de choix de valeurs de vérité des variables qui satisfait la formule. Et je ne vais pas vous donner une preuve très formelle, mais c'est quoi la raison? Si on regarde la preuve que SAT et NP complet, on voit qu'il y a une bijection entre les... Pour chaque x, on construit une formule f de x tel que qu'il y a une bijection entre les y tels que psi de x, y égale 1. On a commencé avec un problème psi qui correspond... Alors, on a un problème phi dans NP. Il y a une application psi dans P telle que phi de x égale 1 si et seulement si il existe y tel que psi de x, y égale 1. Et
en utilisant psi, on a construit une formule qui est satisfaite si et seulement si psi de x et y égale 1. Et pour chaque x fixe, on a restreint les variables dans cette formule. Oui. Est-ce que dans la définition, il ne faudrait pas inverser? C'est psi qui est dans DSP, si et seulement si il existe psi dans P. Inverser où? Donc, c'est que phi est dans DSP. Phi est une application qui compte le nombre de solutions. Si et seulement si il existe un prédicat psi qui est dans P, dont on peut vérifier le nombre de solutions. C'est là qu'on avait utilisé dans Mais c'est psi qui est dans un DSP. J'ai commencé avec psi. Peut-être je... Non, dans DSP, on a bien des applications qui comptent dans N. J'aurais pu... Je crois que je peux le définir comme ça, mais peut-être c'est plus standard de dire quelque chose un peu moins précis. On commence avec un problème de décision, phi, et phi est dans NP. Alors pour... qu'est-ce qu'on ferait si on ne voulait pas faire comme... Enfin, Non, c'est juste parce que là, phi c'est bien la fonction qui compte, le nombre de solutions, et elle est dite dans P. Donc, compter le nombre de solutions d'un problème SAT et dans P. moi, je voulais dire que psi est dans DSP parce qu'il existe une façon efficace de compter le nombre de solutions pour tout x, le nombre de solutions y pour tout x. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait standard, mais je crois que la définition est cohérente, comme ça. Mais l'idée, alors pour moi, il y a un exemple. Alors oui, attendez. Non. Je vois ce que j'ai fait. Je ne voulais pas dire que phi est dans P, parce que si phi est dans P, il est facile de... Alors, qu'est-ce que je devrais faire? On peut dire phi est dans DSP s'il existe psi dans P. Je vais recommencer. Tel que ah oui, phi de maintenant je me souviens, oui. Tel que phi de x égale le nombre de solutions y, tel que psi de x, y égale 1.
Oui, désolé, c'est ça que je voulais dire au début, mais je crois que tout ce que j'ai écrit là, tout ça marche. Alors, quand j'ai prouvé que SAT est NP complet, j'ai construit pour toute X une formule telle que... Il n'est pas que le cas que s'il existe une solution Y telle que psi XY égale 1, la formule est satisfaisable, mais le nombre de solutions est... Voilà. Excusez-moi, je croyais... Enfin, est-ce que vous voulez avoir des problèmes dans DSP ou des fonctions? Parce que je trouvais votre première définition plus naturelle. Vous aviez un problème, et la fonction phi est donnée par la fonction psi. Donc vous gardez des problèmes, alors que là vous avez des fonctions dans DSP. Oui, c'est un peu formel comme ça, mais si on a un problème, on peut toujours... alors, un problème de compter, c'est un problème comme, par exemple, j'ai un graphe, il y a combien de cycles hamiltoniens, quelque chose comme ça. Ça, c'est un exemple d'un problème dans DSP, parce que je peux construire cette application-là, phi. Alors, phi d'un graphe est le nombre de cycles hamiltoniens. Et ça appartient à DSP parce qu'il y a cette application psi où on a un graphe et un ordre des sommets. Et si l'ordre des sommets nous donne un cycle hamiltonien, on peut... Mais donc, ce qui est plus dans DSP, c'est le graphe et les cycles hamiltoniens. C'est pas la fonction qui donne... Donc, c'était plus votre première... J'ai l'impression qu'avec ce que vous dites, votre première définition était plus en accord que la deuxième définition. C'était juste un détail, mais je trouvais que dans votre présentation, la première définition, vous mettez le problème dans DSP, alors que là, vous mettez des fonctions associées au problème dans DSP. Ici, on peut dire que c'est un problème. Le problème est, étant donné un graphe, il y a combien de cycles hamiltoniens? C'est un autre type de problème. C'est un problème de compter. Et pour chaque problème en MP, on peut construire un problème en Sharp comme ça. Mais heureusement, on n'utilise pas trop la définition formelle quand on fait des réductions, des choses comme ça. Alors, donc, on construit une instance de 3 SAT tel que le nombre de solutions Y tel que psi x y égale 1 égale le nombre de solutions de l'instance de 3 SAT. Et alors, la réduction que je vous ai donnée la semaine dernière nous donne aussi, en même temps une réduction d'un problème en DSP à DSSAT. Alors, DSSAT est DSP complet, parce que DSSAT est dans DSP. Le deuxième exemple, encore une fois, il n'y a aucune surprise, 3 SAT. Je vous rappelle que pour convertir une formule de SAT en une formule équivalente de 3 SAT, qu'est-ce qu'on a fait? On a
pris chaque clause avec les littéraux U1 jusqu'à UK et on a introduit les nouvelles variables, V1 jusqu'à V, ou V3 jusqu'à VK-1 ou quelque chose comme ça. Et pour satisfaire la clause U1 jusqu'à UK, les valeurs de V3 jusqu'à V, des variables VI, étaient déterminées. On n'avait pas de choix. Et donc le nombre de solutions de la nouvelle formule égale le nombre de solutions. Alors, on peut vérifier facilement que la réduction de SAT à 3 SAT préserve le nombre de solutions. Et alors, si on peut calculer le nombre de solutions d'une formule de 3 SAT, on peut calculer le nombre de solutions d'une formule de SAT. Alors, ce sont les deux exemples assez simples. Et maintenant, le premier grand théorème du cours va être, on aura bientôt une pause, mais si A est une matrice n par n, n fois n, le permanent de A et la quantité alors, c'est un peu comme la formule du déterminant, mais sans les signes là. Et il y a bien sûr un algorithme polynomial pour calculer le déterminant, parce qu'on peut utiliser l'élimination gaussienne. Mais les signes sont cruciaux pour cet algorithme. Sans les signes, la formule devient plus simple, mais calculer le résultat devient beaucoup plus difficile. Et on verra que le théorème de Leslie Valiant calculer le permanent d'une matrice 0,1 et dans d'ISP. Il n'est pas tout à fait évident que c'est un problème de compter. Alors, après la pause, je vais d'abord vous montrer que le permanent compte quelque chose, et après, on verra que calculer le permanent est probablement très très difficile, parce que s'il n'était pas difficile, on pourrait compter n'importe quoi. Voilà. Alors, on recommence dans 5 minutes. Alors, je vais recommencer.
alors, soit une matrice n par n 0, 1, on peut construire un graphe biparti GA en prenant deux ensembles de sommets où X et Y sont des copies de 1 jusqu'à n et liant I dans X à J dans Y si et seulement si A IJ égale 1. Alors, A est la matrice d'adjacence bipartie du graphe. Et si on fait ça, et si on a... alors, le produit là, si A est une matrice de 0 et de 1, le produit là va être 1 si et seulement si pour chaque I A depuis I égale 1, si et seulement si il y a une arête entre I et pi de I. Et si pour toute I, il y a une arête entre I et pi de I, on a un couplage parfait dans le graphe biparti. Et donc, cette formule-là compte le nombre de couplages parfaits dans le graphe GA. Je vais écrire paire de A égale le nombre de couplage parfait dans G de A. Et ça, c'est une des raisons de l'intérêt de ce résultat de Valiant, parce que ça nous donne un exemple où le problème de dire s'il existe une solution n'est pas trop difficile. Il y a des algorithmes polynomiaux pour dire si un graphe biparti contient un couplage parfait, mais le problème de compter est très très difficile. Alors, dièse SAT et dièse 3 SAT n'étaient pas des exemples parce que les problèmes SAT et 3 SAT étaient difficiles, étaient NP complets. Mais ici, on a un exemple où le problème d'existence est dans P, mais le problème de compter est aussi difficile que possible. Et c'était le premier exemple de ce phénomène, le premier exemple connu de ce phénomène. Mais ce n'est pas l'interprétation qu'on va utiliser. Alors je vais vous donner une autre interprétation. On peut aussi, ou également, construire un graphe orienté H de A avec
des boucles avec les sommets 1 jusqu'à n, où il y a une arête de I à J, si et seulement si A de IJ égale 1. Si on veut prendre le graphe biparti et former le graphe orienté, on peut identifier les sommets là et les sommets là, faire comme ça, et si jamais il y a un sommet, si d'abord on oriente toutes les arêtes de X à Y, on arrive à HA. Quelqu'un m'a dit que j'avais oublié de dire que θ doit être dans dièse P parce que sinon il faut dire quelque chose sur θ dans cette définition-là. Tout problème dans dièse P peut être réduit à psi, pas tout problème dans le monde. Bien, je vais effacer ça. Et si on a cette interprétation, c'est plus utile pour les réductions, comme vous verrez. Alors, c'est quoi si on a un couplage parfait dans GA, ça devient quoi dans HA? Ça devient un couplage parfait dans GA correspond à une couverture des sommets de HA par des cycles. Je vais juste je ne vais pas définir formellement ce qui est une couverture par des cycles. Mais juste j'espère que ce dessin-là sert comme définition. Alors, si on a un couplage parfait dans GA, on peut prendre un sommet dans X lié à un sommet dans Y. Ça correspond à un autre sommet dans X. On peut le lier à un sommet dans Y. Ça correspond blablabla. On continue jusqu'à ce qu'on arrive au sommet au début. Et après, on prend un autre sommet. Et finalement, on arrive à... non, je voulais dire, si on a un couplage parfait, on peut faire ça. Et c'est exactement le processus, si on a une permutation, si on veut la représentation par des cycles, c'est exactement ce qu'on fait. Et le couplage parfait, et si on identifie les sommets de X avec les sommets de Y, un couplage parfait est exactement une permutation. On a la permutation là. Alors tout correspond à tout. Mais avec cette interprétation-là, on peut dessiner beaucoup plus facilement des gadgets, des choses comme ça. Si on utilisait les graphes bipartis, ce serait un cauchemar.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On veut prendre une formule de 3 sats et en construire un graphe orienté tel que le nombre de couvertures de cycles du graphe orienté égale le nombre de solutions de la formule de 3 sats, ou de l'instance de 3 sats. Mais il y a quelques complications dont il faut parler d'abord. Pour des raisons techniques, il va être utile de commencer avec les formules où le nombre pour chaque xi, le nombre d'apparitions de xi égale le nombre d'apparitions de pas xi. Et ça, je peux faire d'une façon un peu bête. Si j'ai par exemple 9 apparitions de xi et 6 apparitions de pas xi, je peux ajouter une clause comme ça, qui est satisfaite, forcément, pour tout choix de valeur de vérité de x, mais qui a un pas xi de plus. Et alors, je mets 3 copies de cette clause-là, et j'arrive. Et je peux même arriver, ça va être. Je vais le faire. On peut, en ajoutant des clauses de la forme U ou U ou pas U, on peut transformer une instance de 3 sats en une instance de 3 sats équilibrés qui est 3 sats où le nombre de chaque littéral égale M, où il existe M tel que. Et on peut faire cette transformation en temps polynomial. Alors, comme j'ai dit, c'est juste pour les raisons techniques, et vous verrez quand le moment arrive qu'il est utile d'avoir des formules équilibrées, comme ça. Et maintenant, je vais vous montrer quelques petites astuces pour faire des choses avec les couvertures de cycle. Alors, d'abord, la notion d'une couverture par des cycles peut être généralisée à des multigraphes toujours orientés et 2 à des graphes ou des multigraphes
J'espère que c'est le mot juste, pondéré. Alors, pour le multigraphe, c'est facile. Si j'ai trois arêtes entre X et Y, une couverture de cycle est toujours un ensemble de cycles qui ne partagent pas des sommets, tel que chaque sommet appartient à un des cycles. Alors ça, c'est juste à peu près la même définition, mais pour les multigraphes. Pour les graphes pondérés, on dit que si le poids d'une couverture par le cycle, ou par du cycle, égale, par définition, le produit des poids des arêtes de la couverture. Par exemple, si j'avais les poids 1, 2, 3, 2, 4, et toutes les autres arêtes avaient des poids de 1, le poids de cette couverture serait 8, 24, 48. Et il y a quelques opérations qu'on peut faire sans changer le poids total des couvertures de cycle. Par exemple, si j'ai un multigraphe, si j'ai un multigraphe avec quelques arêtes entre X et Y, et je n'aime pas les multigraphes et je veux juste un graphe, il y a deux étapes. D'abord, je vais les faire si je fais ça, je divise cette arête en deux et j'ajoute une boucle. Le nombre alors, pour la comparaison, je vais garder le multigraphe. Alors, c'est toujours un multigraphe, mais je peux faire la même chose ici aussi. Ce n'est pas nécessaire, mais juste pour la symétrie, je vais faire la même chose ici. Alors, je vais diviser chaque arête en deux et mettre une boucle au milieu, comme ça. Alors, pour toute couverture de cycle, j'ai trois choix là, entre X et Y. Et ici aussi, j'ai trois choix, parce que il faut aller de X à Y. Si par exemple je choisis cette arête-là, ou ces deux arêtes, là, je ne peux pas prendre cette boucle-là parce que j'ai déjà couvert ce sommet-là, mais je suis obligé de couvrir ces deux sommets-là, alors je suis obligé de choisir cette boucle-là et cette boucle-là. Et donc le nombre de choix est toujours 3. Le choix est... Une fois que j'ai décidé la direction ici, tout est déterminé. Alors j'ai remplacé le multigraphe par... aussi, si je fais ça chaque fois que j'ai une arête multiple, j'ai remplacé le multigraphe par un graphe.
Alors, je vais écrire quelque chose. On peut transformer facilement en temps polynomial et tout ça. On peut transformer un multigraphe en un graphe tel que le nombre de couvertures par des sommets par des cycles, je veux dire, et préservé. Et une autre transformation qui est même plus facile, ou plus facile, si on a un graphe avec des poids qui sont des entiers non négatifs, on peut le convertir en multigraphe. Par exemple, si j'ai une arête de poids 3, je peux le convertir en 3 arêtes de poids 1. Et on peut même faire quelque chose un tout petit peu plus malin. Si par exemple j'avais un poids qui était énorme comme 2 puissance n, dans ce cas-là, je peux faire ça. N fois, et j'arrive à le nombre de façons d'aller de x à y est toujours 2 puissance n. Je n'ai pas besoin d'avoir 2 puissance n. Arrêtez, je peux... En série, on multiplie, en parallèle, on ajoute, et voilà, on peut faire ce qu'on veut. Bien. Maintenant, il y aura quelques réductions pour arriver d'une instance de 3 sat à une instance de permanent d'une matrice 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? On a trouvé une réduction presque triviale de 3 sat à 3 sat équilibrés. Maintenant, on va réduire 3 sat équilibrés à permanent, mais pas le permanent d'une matrice 0,1, mais le permanent d'une matrice moins 1, 0, 1. Alors, on n'aura pas fini. C'est la partie la plus intéressante de la preuve. Mais une fois qu'on a fait ça, il y a des astuces pour d'abord réduire à permanent 0, 1 jusqu'à n. Pas forcément le même, on va changer le n de temps en temps, alors ce n'est pas forcément le même n, mais pas très grand. Et finalement, on arrivera à le permanent 0,1. Je viens de vous montrer comment faire cette dernière réduction. Ici, on a des poids entre 0 et n, on peut faire des petites transformations pour arriver à une matrice 0,1.
peut-être, parce que c'est plus facile, je vais vous montrer l'astuce pour réduire ce problème-là à ce problème-là. Alors, imaginons que... Imaginons qu'on a une matrice n fois n qui prend les valeurs dans moins 1, 0, 1. Imaginons en même temps qu'on a un algorithme efficace pour calculer les permanents des matrices avec des valeurs entre 0 et n. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a un algorithme pour calculer, soit B, la matrice remplie de 1, et alors on peut calculer le permanent de A plus lambda B, lambda égale 1 jusqu'à à n. Et peut-être j'ai besoin de... Peut-être j'ai besoin de n plus 1. Je vais y réfléchir. Mais le permanent de A plus lambda B dépend de façon polynomiale de lambda. Et si on a un certain nombre de valeurs d'un polynôme, on peut calculer. Je crois que n. Alors, si j'ai. Juste pour être sûr, je vais mettre n plus 1, parce qu'en temps réel, il y a un off by one error. Il y a un risque. Et la valeur quand lambda égale 0 est déterminée. Un polynomial de degré n est déterminé par les valeurs quand lambda égale 1, 2. Si c'est linéaire, j'ai besoin de deux valeurs. Et en plus, si on a ces valeurs-là, calculer la valeur quand lambda égale 0 peut se faire en temps polynomial parce qu'on peut faire des séquences de différence, etc. C'est pas du tout difficile.
Et alors on a fait cette réduction-là, cette réduction-là et cette réduction-là. Et il nous reste la partie intéressante de la preuve. La partie où il faut des gadgets et tout ça. Et les gadgets, vraiment, moi je les trouve vraiment extraordinaires. Pas du tout évident. Encore moins évident que les gadgets pour le problème de cycle hamiltonien. Mais peut-être maintenant, une fois qu'on les a vus, on peut commencer à croire que peut-être... mais si je vous donnais une semaine d'essayer de trouver des gadgets qui... je crois que vous le trouverez un exercice assez difficile. Alors... pour la réduction de dièse 3 sat équilibré à permanent moins 1, 0, 1, nous aurons besoin des gadgets de 3 types. Le premier gadget va être, le but du premier gadget va être, comme on a vu, par exemple, dans la réduction au problème de la somme d'un sous-ensemble, un gadget qui nous oblige de choisir soit xi, soit pas xi pour chaque i. Alors, en principe, c'est pas du tout compliqué. Mais ça va devenir plus compliqué plus tard. Et voilà. Si je veux ce graphe-là, si je veux le couvrir par des cycles, si je commence là, j'ai deux choix. Et une fois que je suis arrivé là, je dois retourner par cette arête-là. Alors pour chaque i, je prends un gadget comme ça. Deuxième gadget, pour chaque clause, si j'ai une clause avec des littéraux U, V et W, je vais prendre un gadget et je vais mettre, je vais étiqueter les arêtes avec pas U, pas V et pas W. J'ai pas fini. Il y a encore un sommet au milieu. Je vais le dessiner comme ça. Ça, c'est pour dire qu'il y a une arête dans les deux. Il y a une arête dans cette direction et une autre dans l'autre direction, mais c'est. Ça serait un gadget qu'on pourrait croire assez naturel, mais ce n'est pas le gadget. Il faut ajouter, il faut rompre la symétrie, malheureusement, et mettre une autre arête bidirectionnelle comme ça. Et ça fait quoi, ce gadget-là? Alors,
Pour l'instant, on va oublier les étiquettes sur les arêtes et juste parler des couvertures de ce graphe orienté par des cycles. Pour tout sous-ensemble des arêtes externes, c'est-à-dire ces trois arêtes-là, de ce gadget, si il existe une et seulement une couverture, exactement une couverture par des cycles qui utilisent les arêtes dans le sous-ensemble et pas les autres. Avec une exception, pour tout sous-ensemble propre, ça veut dire, c'est pas... Ouais. Et il n'existe pas une couverture qui utilise toutes les arêtes externes. Alors, ce lemme n'a pas une preuve intéressante, c'est juste, il faut vérifier, mais je vais vous donner une partie de la vérification. Alors d'abord, si on essaie d'utiliser toutes les trois arêtes externes, on voit qu'on ne peut pas couvrir le sommet au milieu. Donc la deuxième partie est facile. Si par exemple on veut utiliser que cette arête-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a un choix de deux directions, mais si on va... Voilà, il existe cette couverture-là par un cycle de 4 arêtes, mais si j'essayais de faire quelque chose... Je n'ai pas le droit d'aller là parce que j'ai décidé d'utiliser que cette arête externe, donc j'ai dû aller là, et je n'ai pas pu rentrer parce que sinon cette arête-là serait isolée. En général, les possibilités sont un cycle de longueur 4 ou deux cycles de longueur 2. Alors, cette arête-là, c'est à peu près la même preuve. Ici, qu'est-ce que je peux faire si je veux utiliser que cette arête-là? Je ne peux pas arriver à ce sommet-là. Je ne peux pas. La seule façon d'arriver là est d'utiliser cette arête-là. Donc je dois prendre les deux directions. Donc je suis obligé d'avoir un cycle de longueur 2 et ça. Alors, et si je prends ces deux arêtes-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire comme ça et j'ai pas.
la seule possibilité. Et l'autre cas, si j'ai les deux sommets là, je suis obligé d'aller comme ça. Alors, ce n'est pas trop difficile de vérifier tout en utilisant le fait qu'on ne doit jamais laisser un sommet isolé. Alors, les triangles sont défendus. Alors, preuve. Je vais rien écrire, mais on peut le vérifier facilement en utilisant l'observation que les triangles sont défendus. Quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce que j'ai mis les pas U, pas V et pas W? Parce que pour satisfaire U ou V ou W, je ne dois pas choisir pas U et pas V et pas W. Alors, le choix qui est défendu est exactement le choix d'arête externe pour lequel il n'y a pas une couverture de cycle. Et pour tout autre choix, il y a exactement une couverture de cycle. Alors, ce gadget-là est pour nous obliger de satisfaire les clauses. Mais il y a un petit problème, c'est que, oui, on doit choisir, pour chaque variable, on doit choisir soit xi, soit pas xi, et pour chaque clause, je ne peux pas choisir pas u, pas v ou pas w, mais si par exemple pas w égale xi, il n'y a rien qui m'oblige si je choisis xi là, de choisir xi là. Donc il faut quelque chose d'autre pour lier les choix que je fais dans les gadgets de type 1 aux choix que je fais dans les gadgets de type 2. Et ça, c'est la partie la moins évidente, je crois. Alors pour ça, il faut un gadget de type 3. Une chose que je n'ai pas remarqué, jusqu'au présent, tous les poids sont 1. Je vais vous donner, je vais définir un graphe, un multigraphe avec des poids -1, 0 et 1. Et pour l'instant, il n'y a pas de -1. Mais maintenant, il y en aura. L'idée de ce gadget est que je veux lier une arête à une autre. Cette partie représente la première arête. Cette partie représente la deuxième arête. Et entre les deux, je mets et finalement un -1.
Alors, il va y avoir un lemme un peu comme ce lemme-là où il y a beaucoup de cas à vérifier. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, quand on a une réduction d'un problème en NP à un autre, normalement, si on veut construire quelque chose tel que on ne peut pas faire quelque chose sauf si on a une solution là. Ici, on va y avoir des couvertures de cycle qui correspondent au mauvais cas par ici, mais le poids total de ce qu'on ne veut pas va être 0. C'est très très... c'est vraiment extraordinaire. Alors, si dans un graphe, j'ai une couverture de cycle où j'ai choisi cette arête-là et j'ai choisi cette arête-là, et maintenant je remplace les deux arêtes-là par ce gadget un peu plus compliqué. Alors j'ai choisi ces deux arêtes-là et ces deux arêtes-là, mais j'ai besoin d'une couverture de cycle. Je n'ai toujours pas couvert ce sommet-là. Il n'y a qu'une façon de le faire, et donc j'arrive à une couverture de poids de couverture du graphe plus compliqué qui contiennent ces quatre arêtes-là égale moins 1 fois le poids des couvertures d'anciens graphes qui contiennent ces deux arêtes-là. Et donc, si j'ai les deux arêtes, je crois que je vais arrêter d'écrire. La semaine prochaine, je vais écrire le lemme un peu plus précisément. Mais maintenant, je vais juste expliquer un peu ce qui va se passer. Si je ne choisis pas, si je choisis ni cette arête-là, ni cette arête-là, alors qu'est-ce que j'ai ici? Maintenant, j'ai 3 sommets qui ne sont pas couverts. Et qu'est-ce que je peux faire pour les couvrir? J'ai pas mal de choix. Je peux choisir toutes les 3 boucles. Ça me donne un poids de moins 1 parce que je prends le produit. Je peux choisir un cycle de longueur 2 et ce moins 1, ou un cycle de longueur 2 et ce 1, ou un cycle de longueur 2 et cette boucle-là. Alors j'arrive à moins 1 plus 1 plus 1. Et 2 autres possibilités, je peux prendre ce cycle de longueur 3 ou l'autre direction, l'autre sens. Égale 2. Alors pour chaque couverture de sommet ici qui n'utilise ni cette arête-là ni cette arête-là, je multiplie le poids par 2. C'est pour ça que c'est utile d'avoir le 3 sat équilibré pour que le nombre de fois que je multiplie par moins 1 égale le nombre de fois que je multiplie par 2. Et à la fin, on va arriver à un graphe dont le nombre pondéré de couverture égale moins 2 puissance m fois le nombre de solutions de l'instance de 3 sat. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a un autre cas. S'il y a ici une couverture qui
entre par ici et sort par là, ça c'est très mauvais pour nous, parce que ça ne correspond à rien dans l'ancien graphe. On ne peut pas avoir une couverture de cycle qui... on ne peut pas... Ce que je veux dire, si on contient ça, on ne contient pas ça, et on contient ça, et on ne contient pas ça. En principe, il peut y avoir des couvertures de cycles de ce graphe plus compliqué qui ne correspondent pas du tout aux couvertures du graphe d'avant. Mais si on fait ça, il y a deux façons de le faire. Soit on va comme ça, et le poids égale 1, soit on va... soit on fait comme ça, et on ajoute la boucle, et le poids égale moins 1, soit on fait comme ça, et le poids égale 1, et les deux, il y a une constellation, et le poids total est 0. Alors ça, c'est l'idée que je trouve assez extraordinaire. Alors, en gros, je vous ai donné toute la preuve du théorème. Maintenant c'est un exercice de terminer la preuve, mais je vais le faire peut-être. Je vais prendre 20 minutes, demi-heure au début de la semaine prochaine pour écrire un peu plus que ça, juste pour expliquer exactement ce que c'est le graphe qu'on obtient avec tous ces casiers, comment on les lit et tout ça. Mais en gros, ça c'est pour les variables, ça c'est pour les clauses, et ça c'est pour que tout soit consistant. Bien, à la semaine prochaine.